Question suivante est de Pierrick Lipp. Rosenior, un entraîneur inconnu de tous, mais qui semble avoir des vraies idées de jeu avec Strasbourg. Et surtout, les joueurs semblent y adhérer. Guéladoué l'a d'ailleurs confirmé au micro après le match. Est-ce ton ami Marc Keller qui est à l'initiative de son recrutement, ou sais-tu qui a eu la bonne idée de l'embaucher? Non, c'est pas Marc qui est à l'origine de son recrutement, c'est les responsables sportifs de Bluco, qui sont donc les mêmes que de Chelsea et de Strasbourg, puisque toutes les semaines, Strasbourg, les responsables sportifs de Strasbourg, Loïc Désiré en tête, ont des réunions avec ceux de Chelsea. Voilà, c'était une idée de Chelsea. C'est un entraîneur, effectivement, qui a été vraiment observé par les scouts anglais. Il savait parfaitement ce qu'il voulait faire au niveau du jeu. C'était ce qu'il cherchait. Une idée très précise et un jeu très élaboré. Voilà, pour l'instant, je dirais bien pour l'instant, ça se passe pas si mal. Alexandre Nadalojo me dit Toulouse a battu Lille. Toulouse battu à Lille malgré une nouvelle bonne prestation et occupe la place de barragiste à l'issue de cette journée. Toulouse est-il très mal payé en points depuis le début de la saison, notamment contre Lyon la semaine dernière, où il ne mérite pas de perdre, et paye-t-il aussi le manque d'un tueur devant le but, puisqu'ils n'ont plus depuis le départ de Dalinga. Alors c'est vrai, j'ai pas vu le match à Lille. Mais c'est vrai que contre Lyon, c'était vraiment un hold-up des Lyonnais. Après, l'année dernière, au début de saison, j'imaginais assez bien Toulouse être en grosse difficulté pour le maintien. Puis finalement, ils ont fait une très belle deuxième partie de saison, notamment à la reprise. Voilà, c'est une équipe qui pour l'instant se cherche, qui cherche effectivement un successeur à Dalinga. Aboukla le revient. Beau est un joueur très intéressant. Mais bon, aucun des deux n'offre la garantie de pouvoir marquer 15 buts comme Dalinga l'avait fait l'année dernière. C'est une équipe voilà, qui peut être ponctuellement en difficulté, mais qui peut bénéficier d'un soutien assez extraordinaire du public du stadium. Moi, je me souviens, il y a quelques années, est allé commenter un Toulouse-Nice dans un stadium aux 2/3 vide, avec une ambiance sinistre, un match sinistre aussi d'ailleurs. Et voilà, ça a bien changé, ça, à Toulouse. The Boneless me dit, qu'est-ce que tu penses de Koussanov? Je trouve que c'est un joueur remarquable. Je ne sais pas comment ils vont fonctionner quand Danso va être apte à jouer, parce qu'avec Grady, ce sera peut-être ces trois-là qui vont jouer en défense centrale et que Medina sera déplacé sur le côté gauche. Koussanov, il est élégant, il est rapide, il est bon dans le duel homme à homme, il est méchant dans le sens défensif du terme. Je pense que c'est un joueur qui est franchement appelé à un grand avenir. Il m'a fortement impressionné, et pas qu'hier à Strasbourg. Bonjour Pierre, me dit Julien Benet. Ce retour au stade te réjouit-il? Comptes-tu te rendre occasionnellement au stade malgré ton état de santé? C'était dur, je l'ai dit tout à l'heure. Alors en plus, la toponymie de la Méno en travaux n'arrange pas pour moi, parce qu'il y a énormément de distance à faire pour finalement aller un petit peu partout, que ce soit dans le vestiaire, au salon, en tribune. Il y a énormément de marches. Avant que la tribune d'honneur soit déplacée de côté, il y avait un ascenseur. Il y en aura évidemment un quand le stade sera fini, et bon, ce sera beaucoup plus pratique pour moi à ce moment-là. Est-ce que je vais aller au stade? De toute façon, je vais essayer d'aller voir mes Strasbourgeois lorsqu'ils seront près de chez moi, c'est-à-dire Angers, qui a remplacé Lorient en Ligue 1, Nantes, j'avais pas pu y aller l'année dernière à Nantes parce que j'étais malade, et Rennes, où j'avais pu aller l'année dernière. J'étais allé à Rennes et à Lorient, donc voilà, cette année j'irai, si tout va bien, à Angers, à Nantes et à Rennes. Jackie Boy me dit, j'ai vu votre post sur Michel Blanc, avez-vous une anecdote avec lui?
Une anecdote, pas vraiment, mais je l'ai fréquenté à une époque de ma vie parce que c'était un des meilleurs amis de mon beau-frère de l'époque. On a passé quelques soirées ensemble. C'était quelqu'un, comme beaucoup de gens très drôles à l'antenne ou à l'écran, c'était pas quelqu'un de forcément très gai dans la vie, quelqu'un d'assez tourmenté, d'assez grave, mais qui était aussi assez chaleureux, en tout cas avec son cercle rapproché. Donc j'ai pu à un moment donné, comme je le dis, faire partie. Voilà, j'ai eu beaucoup de chagrin, j'ai beaucoup de chagrin de son départ. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait partie à un moment donné de ma vie et voilà. Alex Penon me dit: Mbappé s'est fait copieusement siffler lors de son entrée en jeu à Lille. Lui qui était si populaire semble maintenant la cible du public français et non pas uniquement des supporters parisiens déçus de son départ. Les JO avec les performances et la simplicité de stars comme Dupont et Marchand, ainsi que son absence sur le réseau pendant cette compétition, lui ont, je pense, fait du mal. Plus généralement, que penses-tu de ce désamour du public français envers Mbappé et de la responsabilité de ce dernier dans ce revirement? Alex, il me fait toujours des pavés. J'ai déjà un peu répondu à cette question, mais ça me paraît important de revenir dessus. Je pense que quand tu en arrives à un point de notoriété du niveau d'Mbappé, tu peux plus être dans la franchise absolue. Je pense que par moment, il faut vraiment faire de la com. Or, la com de Mbappé depuis qu'il est au Real, c'est des images de lui à l'entraînement, un hommage à Carvajal quand il est blessé, des images avec ses potes. Je sais pas s'il l'a regretté, mais sa prise de position dans l'affaire Naël a fait du mal à son image auprès de certains Français. Je pense aussi que son départ du PSG a évidemment fait énormément de mal vis-à-vis des supporters parisiens qui béatement pensent que tout ce que fait le PSG est bien et comment dirais-je, n'a aucun recul là-dessus. Après, ça reste un footballeur et je pense que ce qui est le plus important, c'est ses performances. Si Mbappé redevient le Mbappé de la Coupe du Monde de 2022, il reviendra au firmament de l'opinion publique. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Éric Gauthier me dit: penses-tu que le fait de ne pas avoir été capitaine des Bleus ait joué plus qu'on croit sur le départ de Griezmann et plus généralement sur son niveau en équipe de France depuis? Et comme je l'ai dit, je peux pas croire à ça. Je peux pas croire que pour moi c'est un enfantillage, quoi. Tu peux pas. Et en plus, depuis que Kylian était capitaine de l'équipe de France, il est aussi arrivé à Antoine de faire des très bons matchs avec les Bleus. De moins en moins au fil des mois, c'est vrai, mais il a quand même aussi fait des très bons matchs. Donc, je pense que c'est une tarte à la crème qui est bien commode de la part des suiveurs de l'équipe de France et du foot français en général. Et je peux pas croire que ce soit. Je pense que c'est plus la baisse de son niveau et son déclassement dans l'équipe de France, puisqu'il est devenu plus ou moins remplaçant ces derniers temps, et aussi le fait que Deschamps le fasse jouer carrément milieu, alors qu'il ne faut pas oublier qu'à Atlético Madrid, il joue en pointe. Voilà, je pense que ça aussi, ça a joué beaucoup. Benjamin Sachs me dit: toi qui vois beaucoup de matchs, les équipes mettent-elles autant le bus contre les autres équipes que contre Paris? Cela fait 2 matchs, Reims et Nice, que Paris se heurte à un mur de joueurs dans leurs 30 mètres et je n'ai pas l'impression que ces mêmes équipes jouent de la même manière contre Monaco ou Marseille par exemple. Merci, me trompe. Mais ça vient pas uniquement du fait que c'est Paris, ça devient aussi que c'est le style du PSG. Et que tu sais que si tu es très regroupé devant le PSG, ben ils vont accumuler les passes. Voilà, Hakimi, Dembélé, Vitinha, Neves,
Ruiz, Nuno Mendes, Mendes, Barcola, Nuno Mendes, Mendes, Ruiz. Et moi, je trouve ça insupportable. Et je pense que, effectivement, mettre le bus est une tactique qui est très efficace contre le PSG, probablement moins efficace pour une équipe comme Monaco, par exemple, qui a un impact physique nettement supérieur à celui du PSG. Émeric Levionnois me dit, après plusieurs saisons de Face à Pierrot et des centaines de questions, ressens-tu un attachement de ta communauté, ces fidèles qui, comme moi, te suivent chaque semaine et t'inondent de questions le dimanche soir, et prends-tu les questions comme elles viennent sans trop réfléchir aux personnes qui sont derrière? Alors, je ne choisis pas les questions à l'identité à leur auteur. Je lis les questions et si la question me plaît, je la retiens. Là, je sais plus, j'ai choisi, je pense, 60 questions sur 240. Alors effectivement, il y en a qui sont pas retenues et qui me font des crises de jalousie le reste de la semaine. Un attachement, oui, parce que là, on commence à m'en parler dans la rue. Tu vois. Jusqu'à présent, j'étais... pourquoi t'es parti du CFC? Pourquoi ils t'ont viré? Maintenant, c'est je vous suis sur YouTube. Le mec, il est dans l'avion. À mon retour, me suit sur YouTube. Ça fait plaisir. Là, j'en suis à 61 000 abonnés. Je suis on the road sur les 100 000. Bon, ça fera en novembre prochain. Ça fera 3 ans que je suis sur YouTube. Donc, je prends en gros 20 000 abonnés par an. Donc, on peut imaginer que dans 2 ans, si Dieu me prête vie, eh ben, je serai aux 100 000 et on verra si l'appétit vient en mangeant. En tout cas, il va y avoir une évolution technique de mes vidéos dans les jours qui viennent, puisque j'ai acheté une caméra, un micro, un éclairage. Je tiens compte de vos remarques. Je vois que vous en avez marre de mes pauvres vidéos avec mon iPhone. Donc voilà, j'écoute ce que vous me dites. Antonio Mendoza me dit « J'ai vraiment du mal avec la nouvelle formule du mondial des clubs qui n'a ni queue ni tête. Pense que certains clubs enverront leur équipe B pour protester. » C'est la menace qu'a proféré Guardiola déjà. De toute façon, actuellement, elle n'a pas de lieu, pas de sponsor. On est déjà à 8 mois de la compète. J'ai peur que tout ça finisse. Enfin, j'ai pas peur du tout. Je serais ravi que cette compète ne voit jamais le jour et que ça finisse en eau de boudin. Mais voilà, quoi. Faut arrêter de rajouter des compètes. Faut arrêter de sursolliciter les organismes des joueurs. Et viens mon chéri, viens mon cœur, viens mon bébé, viens mon chéri, viens mon cœur, viens mon nana. Oh bonjour nana, tu dis bonjour Edison, tu dis bonjour mon chéri. Et voilà quoi. J'espère de tout cœur que cette compétition ne verra jamais le jour, que les joueurs, justement une année où il n'y a pas d'Euro, pas de Coupe du Monde, pourront couper et repartir sur des bonnes bases la saison prochaine. Mika Wayne me dit l'équipe de France de futsal finit 4e de la Coupe du Monde pour sa première participation. As-tu suivi leur parcours et le futsal ne t'intéresse pas? Non, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Surtout en cette période où faut reconnaître que depuis 15 jours, c'est la 2e soirée où j'aurai pas de foot ce soir. Je vais pas en plus m'infuser des matchs de futsal. En plus, pour moi, c'est pas du foot, c'est un autre sport. Je ne dénigre pas, mais c'est pas du foot, c'est un autre truc. Non, ça m'intéresse pas. Encore pas que l'équipe de France est finie 4e, c'est super pour une première participation. Mais voilà, cocorico, mais pas plus non plus, quoi. Corentin Jouot me dit « Aimais-tu l'entraîneur Christian Gourcuff de son jeu qu'il pratiquait en 4-4-2, notamment à Lorient? As-tu une anecdote avec lui? Perso, j'appréciais beaucoup son jeu. » J'ai été un grand disciple de Christian Gourcuff. J'adorais le voir jouer à Lorient, à Rennes aussi. Parler football avec lui était un plaisir. Alors c'était pas le mec le plus souriant et expansif de l'humanité. Hein. C'est un vrai breton, Christian, pour le coup. Mais voilà. Et oui, j'ai une anecdote avec lui très précise. Je fais Rennes-Monaco pour l'équipe. Rennes gagne 1-0 sur un but de Monterrubio. Et le soir, après le match, je vais dîner chez Christian et son épouse.
Il y avait des amis à lui, il me semble, un couple d'amis, il me semble. Et je parle du but, et il sort son ordinateur, et il me montre le but de Monterrubio sur l'ordinateur qui avait été travaillé à l'entraînement pendant la semaine. Et ça me bluffe. C'est des choses, voilà, ça c'est vraiment des choses qui me font dire que, voilà, l'entraînement, c'est pas juste être en survêt avec une touillette dans la bouche et gueuler sur des mecs, montez, replacez-vous. Eric Gauthier me dit 7 journées de championnat et déjà 2 trêves internationales. Est-ce ridicule, d'autant que les joueurs changent de continent avec des décalages horaires aller-retour. Eh oui, ça c'est le problème des joueurs argentins, des joueurs brésiliens, c'est que effectivement ils ont ce problème de décalage horaire et que c'est pas possible pour les organismes, c'est mortel de faire une coupure en septembre, une coupure en octobre, une coupure en novembre, c'est trop. C'est trop. À la limite, il faudrait mieux faire peut-être une coupure de 18 jours où il y aurait 3 voire 4 matchs. Au moins que les mecs partent pas non plus, comment dirais-je, juste pour 2 matchs. En plus, t'imagines, si tu fais ça et que tu joues un quart d'heure, tu rentres, t'es cassé par le décalage, t'as rien appris en termes de foot, c'est un peu dramatique, quoi. Matt me dit, je ne sais pas si tu suis un peu première question pour ma part, je ne sais pas si tu suis un peu le hack, mais comment expliques-tu le nombre de décisions arbitrales à l'encontre du Havre cette saison? Le match d'hier contre Brest en est encore un exemple. 5 buts refusés depuis le début de la saison, dont la plupart valables. Des cartons très sévères et une impunité pour les adversaires. On a cette impression de devoir laver plus blanc que blanc. Si on ne veut pas se faire taper dessus. La situation conflictuelle avec la Ligue peut-elle expliquer cela? Et encore, et comme tu le connais, que penses-tu du retour de André Ayew dans la cité Océane? Je pense que tous les clubs ont à se plaindre à un moment donné de l'arbitrage. Le PSG hier, avec l'épisode hallucinant où Brizard va mettre un carton à Hakimi et à Marquinhos, alors que c'est Dante qui met un coup de pompe à Hakimi. Strasbourg qui se fait flouer il se fait siffler un penalty hallucinant contre lui à Montpellier, qui se fait flouer d'un penalty pour Lille. Je veux dire, tous les clubs peuvent avoir sur 7 matchs des motifs de mécontentement d'arbitrage. La situation conflictuelle avec la Ligue, non, puisque les arbitres dépendent de la Fédé, ça ne dépend pas de la Ligue. Je pense surtout que l'équipe du Havre est extrêmement faible et qu'elle est à sa place et qu'elle sera à sa place pour lutter pour le maintien jusqu'à la fin de la saison. Et que dans ce domaine, un joueur aussi motivé et aussi finalement adroit qu'André Ayew peut effectivement être un plus. Ce que je comprends pas, c'est qu'il ait fallu attendre 7 journées pour le récupérer. Voilà, mes petits amis de la forêt. On se retrouve jeudi soir pour Israël-France. Youpi, youpi. Voilà. Moi, je vais récupérer de mon week-end alsacien qui m'a bien miné les jambes. Le pouce, la cloche, on s'abonne, enfin vous savez tout ça.